Ben, rebonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça va, madame. Ok, très bien. Commençons par ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, comme indiqué au début de chaque séance, euh, on pourrait soit poser des questions, soit voir votre travail par rapport au TP de la dernière fois. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a des volontaires qui voudraient partager leur écran pour montrer leur travail par rapport à la dernière fois, Laoulait? اكتب ريبوزيتوري معناتها مدام. Oui. نجم جوست نحل ستيتس. Ok, vas-y. Donc, le temps dit, vous ouvrez votre STS. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires qui voudraient montrer leur travail par rapport à la dernière fois? Ouais, normalement, je pourrais désigner quelqu'un. Moi, je voudrais que ça vienne de vous. Moi. Et je voudrais que ce soit des volontaires qui voudraient montrer leur travail. Sinon, on peut toujours désigner quelqu'un, comme déjà indiqué euh, lors des séances précédentes. Ben, Nesrine, par exemple, est-ce que tu peux partager ton écran pour montrer ton travail de la dernière fois, Nesrine? إن ده ما عندي مشكلة هنا معناها من- Et il faut toujours le mettre au niveau du classroom, Nesrine, hein. Ne restez pas avec un blocage. راهو معناتها on approche معناتها من fin du module, donc c'est très important d'avancer. راهو كيما قلت لكم هذا الكل ça fait partie de la note du contrôle continu, votre travail par rapport à chaque séance, ce qui est déposé au niveau du classroom, plus lors des séances qui m'hack. D'accord? Donc déjà, c'est très important ça. Ben, ben, Emna Tira. Est-ce que tu peux partager ton écran par rapport au travail de la dernière fois? Madame Ena, j'ai un petit problème avec STS. Kif kif, même remarque, Emna. Il faut toujours le mettre au niveau du classroom. Et je vous réponds. Oui, bien sûr على البيسي هذا، mais sinon البيسي الآخر تو مش بحذايا معناها مش عندي. Qui d'autre voudrait montrer son travail? Mortada, Oui, madame. est-ce que tu Madame, peux partager ton travail par rapport à la dernière fois? madame, pour le moment ما نجمش انا ديجا بعثت الخدمه مي البيسي توا مش بحذايا هيك علاش. هذاك علاش انا قلت لكم ديما خدمتكم بحذاكم خاطر je peux à tout moment hein, demander à quelqu'un d'entre vous de montrer son travail وهذا الكل ça fait partie de la note du contrôle continu. D'accord? باهي باهي est-ce que c'est bon تحلك ال STS؟ والله يبطلع مدام نعرفش بيه. باهي باهي donc, Khalina, on commence par un rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu la partie crude repository relative à la partie crude et tout ce qui est relatif à ces 5 fonctions-là. Voilà, ces 5 fonctions-là, retrieve all users, add user, delete user, update user et retrieve user à partir de la chaîne de caractères indiquant l'ID de celui-ci.
Ben, donc, ce qui a été demandé au niveau du TP, c'était de faire le test. Vous voyez mon écran, Laouléda? Oui, oui, madame. Très bien. Donc, là, grâce à l'utilisation de JUnit, donc on a vu comment on va pouvoir faire appel à cette méthode, hein, bien sûr en créant un élément, en injectant à travers la notation la partie service pour pouvoir faire appel à celle-là. Il suffit de faire le nom de l'interface relative au user service et point la méthode que vous voulez tester. Ben, donc, normalement, hein, ce qui a été demandé, normalement, et ce que j'ai demandé à chacun d'entre vous, Tawa, c'était de montrer déjà votre travail, aider le projet. Hein, normalement, on aurait dû faire par rapport à ce qui a été demandé, tel que vous montrez votre travail, vous montrez hacker le projet, aider l'entité. Donc, aider l'entité qu'on a créée, les user. Après, j'ai fait le partie service. Non, la classe, on a créé la classe relative au service. Donc, à travers la notation add_service, déjà, c'est un bin Spring de type service. Après, on y a injecté la partie repository. On a créé la partie logger où on y une remarque très importante, c'est le fait qu'on est en train d'utiliser la notion de log4j par rapport à la journalisation avec une toute petite différence. On utilisait log4j qui fait à travers la création d'un fichier de configuration appelé log4j.xml. On a créé un logger, alors que là, en utilisant Spring Boot, on n'a plus à créer le fichier log4j.xml. En voulant faire appel à la partie de journalisation, en fait, on va utiliser un log manager et non pas un logger. Donc, on y a log manager.getLogger ou logger qui m'a les indications par rapport aux paramètres. Donc, déjà, la petite différence, c'est le fait qu'on est en train d'utiliser un log manager et non pas un logger. Une autre différence, est-ce qu'on a un fichier log4j.xml là, en utilisant Spring Boot? Est-ce qu'on est en train d'utiliser un fichier XML de journalisation? Est-ce qu'on a un fichier log4j.xml? On y l'a. Non, madame. Dima, indiquez-moi ce qu'il est en train de parler. Hein? Murtada, madame. Murtada, ok, très bien. C'est exact. Donc, les configurations, la blade. C'est exact, très bien, Murtada. Donc, on n'a pas de fichier log4j.xml. Voilà, voilà. Application.properties au niveau duquel on va indiquer tous les détails. On est au niveau d'application.properties, en fait, on va indiquer, je connais les trois composants de log4j déjà qu'on doit déclarer normalement. Loggers, layout ou appenders. Très bien. Les loggers, les appenders et les layouts. On y fait le fait qu'on est en train d'utiliser Spring Boot. Voilà pourquoi on fait appel à un log manager et non pas à un logger. Ça, c'est par rapport à la partie logger. Pour les appenders et les layouts, au lieu de les déclarer au niveau de log4j.xml, on va les déclarer au niveau du fichier application.properties. D'accord? Ok, je vais revenir vers toi. Juste, je termine cette partie-là. On est au niveau d'application.properties que vous voyez là, n'oublie pas de lancer aussi ta base de données hein, pour qu'on puisse voir l'impact au niveau de la base de données. Hein. Donc, on est donc la partie de journalisation, vous voyez là la partie logging configuration. Donc là, au niveau de la partie logging configuration, il faut avoir quelques différences par rapport à
ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, par exemple, on parle de %MSG par rapport au message. Comme on a quelques petites différences par rapport à la syntaxe relative à la partie journalisation. Comme une autre remarque, j'ai la possibilité de choisir un niveau de gravité, voilà, un niveau de sévérité, voilà, euh, un niveau de priorité par rapport à la totalité de l'application, par rapport à la route. Après, par rapport donc aux différentes composantes de mon application, par rapport aux différents packages, j'ai la possibilité, au lieu d'indiquer à la route, c'est par rapport à la totalité de l'application, je peux choisir, مثلا نقولوا في الpartie repository, je voudrais que le niveau de priorité soit warm, par exemple. Au niveau de la partie service, je voudrais que le niveau soit debug, par exemple. Donc, on y a la possibilité de choisir selon le package. Par vous jugez les informations par rapport au service, par exemple. Donc, tralier le niveau de priorité. Par exemple, tralier les cas extrêmes, l'affichage par rapport au repository. Donc, on y, par exemple, warn ou error, par exemple. D'accord. Il y a déjà quelques remarques par rapport à la partie log. Après, vous allez normalement, il y a la correction dans les TP de l'autre fois. Normalement, donc, l'implémentation dans les méthodes, les 5 méthodes, retrieve all users, add user, delete user, update user ou retrieve user l'ID. Une fois les méthodes implémentées pour pouvoir les tester, donc on y déjà حكينا على partie entity, حكينا على la partie repository au niveau de laquelle je pourrais faire la création des méthodes personnalisées ou me contenter مثلا هكا نجم نخليها vide, je me contente باللي parties prédéfinies proposées par CRUD Repository. À la fait qu'elle a une petite remarque, comme pour les autres classes, l'on est à la JPA Repository. Au cas où c'est quoi la différence entre CRUD Repository ou JPA Repository? JPA Repository, l'interface, elle contient tout ce que contient le CRUD Repository et plus encore, on a d'autres fonctionnalités, par exemple les options de pagination, etc. Donc, elle contient plusieurs autres fonctionnalités. Pour nous, on a besoin de fonctionnalités, par rapport au CRUD repository, on a le CRUD et plus encore, on a le CRUD, les fonctionnalités prédéfinies relatives au CRUD, plus d'autres fonctionnalités. Pour nous, c'est largement suffisant d'utiliser CRUD repository. Après, si on a besoin de créer des fonctionnalités personnalisées, des méthodes personnalisées, on a la main au niveau de user service. Voilà, donc vous avez la possibilité de personnaliser vos méthodes en faisant appel, en simplifiant l'implémentation grâce aux méthodes prédéfinies. Vous pouvez parfaitement utiliser les méthodes déjà prédéfinies, plus en rajoutant un autre code personnalisé pour d'autres fonctionnalités personnalisées. D'accord? Ça va, Laouled? Oui, ça va. Ok, on passe les parties de test. Des possibilités. On aurait pu implémenter une méthode main où on a les méthodes on fait l'exécution. Ce qui est plus intéressant puisque tu as tout ce qui est test unitaire, donc on va faire appel à JUnit pour pouvoir faire les tests unitaires internes. Donc on y est j'ai fait le partie test. مثال حابين tester مثلا add user par exemple ou le contexte ou le retrieve all users معناها la méthode retrieve all users par exemple. On a montré l'implémentation نتاعهم الكل les 5 méthodes. مثلا باش نتستيو add و نتستيو retrieve all users par exemple. Donc pour personnaliser مثلا نقولوا احنا Dis-moi, je vous conseille de choisir des noms logiques. أنا juste pour personnaliser باش نسميها بالاسم تاع la classe. أما ديما éviter الأسامي ميمي وليلي وهذوكم الأسامي. Donc c'est à éviter معناها que ce soit في les exercices نتاعكم في les examens في les projets. Donc ديما essayez d'utiliser هكا des noms significatifs. Pour tester, comment on va faire là,
run as JUnit. Voilà, bouton droit. Run as JUnit test. على فكرة هذه la base de données متاعنا. Je vous montre. هذه أنا j'utilise MySQL. تنجم تكون عندك الوامب ولا example, pas de problème. المهم واحد منهم il est fonctionnel. تابل أنا عندي تابل يوزر. بون هذوكم صنعناهم من d'autres projets مش مشكلة. حاجتي أنا بالتابل يوزر هي اللي on va agir عليها. هنايا وصلنا لل 21. هنايا في الانسيرسيون نتاعنا وصلنا لل 21. دونك باش نشوفوا مع بعضنا الاد اسكو سي بون ولا لا. بوتون 3 ران از جي تيست. على فكرة une remarque très importante الأولاد هوني اش قولكم في الأوبسيون هذيا اسكو نحطوا update ولا create drop ولا شنو نحطوا exactement؟ ابديت خير مدام. ابديت تبقى مثلا. هو مش update خير ولا هما شنو هما لي possibilités؟ فما create drop وفما update. باهي إذا كان vous choisissez l'option create tout simplement. هي معناها à chaque démarrage, il va vous créer de nouveau tout. معناها il va vous créer de nouveau le schéma de la base de données. Donc c'est dangereux à utiliser. خاطر في كل démarrage تخيل يفسخ لك كل شيء et vous créez tout. Ben, إذا كان vous faites create-6 drop. هوني إذا كان vous faites create 6 drop. Il va vous créer, à chaque fois que vous allez lancer l'exécution, il va vous créer le schéma de la base de données. On l'utilise on est en train de construire le schéma de la base de données. On est encore en train de construire le schéma de la base de données interne. D'accord? Donc, les entités, les associations entre les entités, كانت unidirectionnelle, bidirectionnelle, etc. Donc, on ne peut pas laisser l'update. Il ne va pas me supprimer la base de données pour me créer convenablement les éléments. Donc, c'est très important. Tant que tu n'as pas construit le schéma de la base de données complètement, le diagramme de classe كامل, create drop. Une fois كملنا les entités, ça y est, les associations entre les entités, ça y est. Le schéma de la base de données, il est prêt, je ne veux plus y toucher. Je vais procéder les fonctionnalités, les bases, CRUD, fonctionnalités avancées, etc. وقت نبدل create drop, ردها update. Donc, pour résumer, tant que nous fait les entités, on fait les associations entre les entités, nous fait le parti. Un test, c'est bon, le schéma de la base de données généré au col, nous allons créer des drops. Comme maintenant, nous allons faire les CRUD comme c'est le cas donc on va changer l'update ou nous allons update. Je retrouve à chaque fois, je n'ai déjà fait la base de données, mais je supprime. D'accord? Ça va? Ça va la veille? Oui, ça va. Ben, توا شفنا كنت واقفة هوني في 21 دونك توا هاكا صار لاجو نتاع اليوزر نتاعي اللي حاجتي بيه اللي قلنا له عليه. باهي توا شنو صار في الليستي هذيك اللي طلبنا منه دونك هوني في التيست نتاعنا خدمنا على الريتريف اول يوزرز. معناها نورمالمون il va m'afficher la totalité des utilisateurs. وهوني بالعاني شنو عملنا حطينا كل افيشاج يعمل لي بلس 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 باش هكاك جو فاسيليت الريشيرش نتاعي بور بوفوار ريتروفي هكا اليوزر. وين باش نلقاها نورمالمون احنا قلنا له في اللوجين نحبوا في الكونسول نتاعنا on va tout afficher.
Voilà. Bon, le fait qu'on a le niveau déjà des bugs, maintenant il vous affiche pas de détails. Ah, on a les users strict. Ah, il y a la liste des utilisateurs نتاعها كابينتهم بلوسات لقيتهم. باهي هنايا السؤال شنو زعما هوني قاعد يافيشي لي هو نورمالمون احنا قلنا له افيشينا اليوزر. باهي هو كي انت تقول له افيشي لوبجي يوزر هو il va faire appel quelle méthode الاولاد pour afficher. وسترينج. Voilà, très bien. باهي donc هوني il va faire appel à la méthode toString واحنا on n'a pas redéfini la méthode toString هذاك علاش on voit هكايا l'affichage. On aurait très bien pu redéfinir la méthode interne de string نحطوا مثلا afficher les noms afficher les prénoms وهو يولي هوني il m'affiche tout. D'accord. باهي إذا كان ça va vous me dites إذا كان ça va ولا لا. Je passe توا للبهاء إذا كان vous voulez tester une autre méthode بهاء vous avez la main. قلت لي حاضر الاستيس نتاعك. Vas-y هاني j'ai arrêté le اي vas-y انا j'ai arrêté le partage نجم توا تبارطاجي راح بارطاجي لنا انت مثلا كان تحب تورينا une autre méthode que tu as testée. الأولاد إذا كان فما des questions vous nous arrêtez hein. Vous posez vos questions ما تخليش حاجة فيها ambiguïté عندك. On est là pour apprendre ou blagues. Parfois les questions comme ça aide beaucoup de vos camarades ou تفيقهم بحاجات des remarques quand même ما فهموش bien par exemple. Donc n'hésitez pas, on est là pour apprendre tous ensemble. فما أي حاجة on est là. Bon, l'écran est bien. Aïe, c'est bon, on voit votre écran. Hein. Ben, هذا السيرفيس مادام كان تحب أي ميثود نتستيها. ok. Ben, ben, في التست أنت implémentيتهم الكل في méthode de test ولا tu vas l'écrire توا؟ الكل retrieve all add user delete Ben, par update. exemple, تستينا نتاع delete par exemple حللنا الباز de données نشوفوا un utilisateur وإحنا on va le supprimer par exemple. Par exemple l'ID 8 هذا updated. Mhm. ديما فسر لنا في كل étape شنو قاعدين نعملوه. باهي. عطيت للديليت يوزر الاي دي اون تيب سترينج على خاطر هي تاخو Très bien. سترينج. Mhm. بعد كيفاش عملنا les conversions. بعد عملت هذه الفاريابل اي دي تو تيب لونج على خاطر Très في bien. الانتيتي يوزر عندنا الاي دي لونج وبارس بار سيت سترينج هذه اللونج باش نجم نعطيه للفايند باي اي دي Très والفايند bien. باي اي دي ترجعش يوزر ترجع اوبشنال يوزر Mhm. ومن باهي. اليوزر والoptional هذه هي اللي شنو هي تعمل هذه؟ شنو شنو le مدام rôle نتاعها؟ حتى optional. le rôle نتاعها اليوزر هي معناتها كان الفايند باي اي دي تنجم كما تنجم ترجع لك يوزر كما تنجم ترجع لكش très bien. تنجم معناها ترجع نجم فارغ نكتب ولا فما مثلا يوزر. une valeur nulle معناها. اي pour Oui. éviter le null exception threshold هذيك. Pour éviter. فما l'erreur نتاع null exception ولا exception null Voilà. pointer باهي. ولا حاجة. Très bien. Null pointer exception. Oui. اي هكا. دونك الفاريابل يوزر دو تيب اوبشنال يوزر نحطو فيها الريتور نتاع الفايند باي اي دي وبعد من الفاريابل هذيك نعملو is present باش كان فما يوزر ما هاكا نفسخوه نعطيوه الاي دي دو تيب لونج. Voilà. Très bien. باهي.
Oui, juste une remarque, ben, hey, read le code, que tu vas ajouter une date au col, avec Adima, vous essayez de le faire في وسط méthode de test, مش مطيش هكاك وحده في وسط la classe, hein. أي. Ben, لهنا هكا فما الافيشاج بتاع ريتريف أنا عملت تو سترينج في الكلاس يوزر دونك يظهروا نورمال وهذا الافيشاج تاع ريتريف يوزر دو لا دي 2 ولهنا باز دو دوني نورمالمون قلنا الابديت تويت يتفسخ هاكا تفسخ. voilà, très bien, يعطيك الصحة باهي, très bien, voilà, très bien. Ben, très bien. Donc, Tawa Hedaya, c'était par rapport à tout ce qui est CRUD repository. Donc, Tawa, شفنا les différentes méthodes internes, on les a testées, شفنا كيفاش on effectue les tests unitaires. Ben, فما هنايا concernant la création de la date, déjà شفنا كيفاش on procède à la création de la date selon un pattern bien déterminé. هذايا déjà حكيناه وقت اللي حكينا على la création des dates. Ben, وهنايا مثلا إذا كان vous voulez récupérer معناتها le current time نتاعنا au niveau de votre machine, c'est parfaitement faisable. باهي. Donc هذايا par rapport au test unitaire relatif aux différentes méthodes نتاعنا. باهي. Donc توا donc on va passer une partie importante également, اللي هي toujours تابعة للSpring Data JPA, هذايا pour qu'on puisse معناتها implémenter من بعد la totalité نتاع des fonctions avancées نتاعنا. فما une notion très importante qu'on va aborder, اللي هي déjà هنا. باهي. هنا la dernière fois الأولاد حكينا على les différentes méthodes au niveau desquelles معناتها on utilise des mots-clés connus وبهم هما معناتها on peut créer des méthodes كيما مثلا find by age par exemple greater than تحط البارامتر نتاعك. وقلنا اللي الميثود هذيا هي l'équivalent تاع cette requête là. باهي هنايا الأولاد سؤالي هوني الrequête هذه elle est écrite بquel syntaxe بquel langage؟ select U premier اللي تبع الدكتورين جي بي إيه كويري لانجويج حاجة. باهي très bien déjà أما est-ce que تشبه déjà اللانجاج déjà خدمتوا بيه وتعرفوه بالكدا؟ أي لا كوير. باهي في ال SQL الأولاد normalement on manipulait quoi au niveau de la base de données بالنسبة لل SQL شكون l'unité نتاعنا في الباز de données؟ Au niveau de la base de données, شنو هي l'unité في une base de données؟ شنو هما les éléments اللي موجودين في une base de données؟ Quels sont les éléments qu'on a au niveau d'une base de données? Une base de données des tables. Une table, tout simplement. Donc l'unité, c'est la table. Très bien. Ici, on n'est pas en train d'écrire en SQL. On est en train d'écrire un autre langage. C'est une variante d'SQL où au lieu de manipuler des tables au niveau de la base de données, on est dans le monde orienté objet. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on est en train de manipuler pour assurer la persistance des données? Des objets. Des objets mènent quoi? De quoi? D'une classe. Plus précisément, des classes relatives à la persistance des données. Voilà, des entités JPA. Donc, voilà pourquoi SQL, il est en train de manipuler l'unité relative à la base de données, les tables, et JPQL, qui est une variante d'SQL, JPQL, qui est une variante d'SQL, et elle nous permet de manipuler des entités JPA. Donc ça, c'est la principale différence entre SQL et JPQL.
Donc, JPQL, il ressemble beaucoup syntaxiquement parlant à SQL. Donc, on est tel comme on a le PDF relatif à JPQL. Elle fait l'indication par rapport à la syntaxe de JPQL. Elle est très similaire à SQL. Où je vais vous montrer les quelques petites différences par rapport à SQL. Déjà, la principale différence, c'est le fait qu'on est en train de manipuler des entités et non pas des tables au niveau de la base de données, déjà. Donc là, user ici, select U from user. Le user ici n'est pas du tout une table, mais plutôt une entité JPA. D'accord? Ça, c'est la première différence, la principale différence. Après, il y a quelques autres petites différences que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, JPQL, l'abréviation de Java Persistent Query Language, peut être considérée comme une variante SQL. C'est une version orientée objet d'SQL. Donc, commençons par la requête de select. Donc, on va voir par rapport à SQL, les requêtes select, update, delete et insert, est-ce qu'on a des équivalents par rapport à JPQL? Et comment on va pouvoir les implémenter si c'est le cas? Déjà, que l'on se mette d'accord là-dessus, JPQL, quand est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé quand on a des requêtes assez complexes que l'on voudrait implémenter. Donc là, on est en train de travailler sur le projet Spring Data JPA qui, lui, nous permet de manipuler à la fois JPQL et SQL natif. Donc là, nous avons la possibilité de manipuler le langage JPQL. Dans ce cas, on va travailler sur des entités, comme ici, l'entité user, alors que SQL, c'est possible de l'utiliser aussi en Spring Data JPA, hein, sous le projet Spring Data JPA, c'est très possible aussi de manipuler native SQL, hein, plus le fait de pouvoir l'utiliser donc là par rapport aux tables et non pas par rapport aux entités. Dans ce cas, on parle d'SQL, d'accord? Donc là, je vais vous montrer maintenant les requêtes JPQL et les requêtes SQL que Spring Data JPA nous permet d'implémenter. Donc, commençons par la requête select. Pour la requête select, qui nous permet de sélectionner des éléments à partir d'une entité, si c'est JPQL, et à partir d'une table, si c'est le cas de Native Query SQL. Donc, le projet Spring Data JPA nous permet d'utiliser, donc c'est possible d'utiliser les deux. Dans l'emplacement, où est-ce qu'on peut les utiliser? L'emplacement est tout simplement l'interface relative à la partie repository. Donc ici, comme on a vu ici, vous avez, si vous implémentez rien ici, vous avez déjà des méthodes prédéfinies à partir de CRUD Repository. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter des méthodes, des mots-clés qui m'a find by first name, etc. Et c'est l'équivalent des requêtes simples, assez simples, par rapport à JPQL, par exemple, comme ici. Comme ici. Find by first name, par exemple, c'est comme si on a écrit la totalité de la requête select. Après, il y a la possibilité d'implémenter aussi, vous voyez, à travers la notation addQuery, c'est possible aussi d'implémenter des requêtes JPQL où on les met win ou au-dessus de la méthode en question. Vous mettez la signature de la méthode. Au-dessus, vous mettez la requête que vous désirez, par exemple celle-là ou bien celle-là. Et en fait, c'est comme si vous avez écrit la classe contenant cette méthode-là et ayant comme code cette requête-là. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'emplacement de mes requêtes. Où est-ce que je vais placer mes requêtes? C'est au niveau de l'interface relative à la partie repository, relative à l'entité sur laquelle vous travaillez. Pour nous, ici, par exemple, il s'agit de user repository. Et après, Spring Data JPA, il va vous générer la classe correspondante à cette interface-là et avec le code que vous avez indiqué par rapport à la requête que vous désirez. Donc, revenons ici à la requête JPQL. Là, on parle de la méthode retrieve user by role, par exemple.
On a rajouté la notation @query, on a mis select U from user. Ici, est-ce que c'est une entité user ou bien une table user quand on parle de JPQL, puisque on est en train d'implémenter avec le langage de programmation JPQL. Entité. Voilà. C'est Bahé, c'est ça? Oui, madame. Très bien. Ben voilà. Donc là, user, c'est l'entité user. Donc select U, vous voyez que c'est très similaire au langage SQL, sauf que là, on est en train de manipuler des entités. Donc select U from user U, where U.role est égal à. Donc là, vous voyez l'expression $role. Donc, on dit $role, c'est comme si j'ai mis un paramètre, un X, un Y, un Z, par exemple. Donc, c'est comme si vous avez mis un paramètre pour lui indiquer que là, il s'agit vous allez donc, c'est comme si vous lui dites que vous allez récupérer le contenu du paramètre nommé role. D'où est-ce qu'il va l'apporter? C'est à partir de la signature de la méthode que l'on va rajouter la notation @param pour indiquer que par rapport au paramètre nommé role, donc la chaîne de caractères appelée role, donc on va apporter ce paramètre-là de type role. Donc là, d'où est-ce qu'il m'a. Comment je sais s'il s'agit d'un paramètre? C'est que là, j'ai 2 points avant le paramètre. Donc, je sais qu'il s'agit d'un paramètre à récupérer. Le paramètre, d'où est-ce que je le récupère? C'est à partir de la notation @param. Donc, c'est comme si vous avez écrit ce code-là. Donc, U.role est égal à point d'interrogation 1, c'est-à-dire la valeur 1 apportée à partir de la base de données par rapport au rôle. Par exemple, ici, dans cet exemple-là, nous avons choisi l'exemple d'énum de type ordinal, c'est-à-dire de type d'énumération qui va être sélectionné comme integer au niveau de la base de données. Donc là, on pourrait aussi implémenter en utilisant SQL. Select, donc la partie select, le fait de pouvoir sélectionner des éléments, pratiquement la même syntaxe. Donc déjà là, @query. Ici, vous allez rajouter quelques détails puisqu'il s'agit de d'SQL. Donc value égale, et vous ouvrez la chaîne de caractères au niveau de laquelle vous allez faire votre requête, vous allez insérer votre requête. Donc là, on est en train de manipuler SQL, donc on est en train de manipuler quoi au niveau de la base de données? Des tables, très bien. Voilà pourquoi j'ai écrit t-user, parce que là, nous avons renommé à travers la notation @table_name égale t-user, au-dessus de l'entité, nous avons renommé la table user. Voilà pourquoi nous avons indiqué le nom de la table et non pas le nom de l'entité. Ça, c'est très, très, très important. Ben, après, même remarque que tout à l'heure, $role, c'est par rapport au paramètre role. Ici, puisqu'il s'agit d'SQL, on va rajouter à travers une virgule native query égale à true pour dire qu'il s'agit d'SQL et non pas de JPQL. Après, même remarque que tout à l'heure, à travers la notation @param, on va pouvoir indiquer les paramètres que l'on voudrait insérer. D'accord? Est-ce que ça va, Laoulid? Par rapport à la requête select, est-ce que ça va? JPQL, c'est possible de l'utiliser en pointant sur les entités, et SQL, c'est aussi possible de l'utiliser en pointant sur des tables au niveau de la base de données. Vous me dites si ça va ou elle. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Très bien. Ben, pour la méthode update ou delete, ça va être update, delete et insert, ça va être différent. On n'est plus en train de récupérer quelque chose à partir de la base de données. On va agir sur la base de données. On va modifier le contenu de la base de données. Donc, c'est obligatoire de l'indiquer à travers une annotation appelée @modifying. On l'insère quand on a des modifs à faire au niveau de la base de données, comme c'est le cas pour nous. Donc, voilà pourquoi vous allez insérer non seulement la notation @query, mais aussi la notation @modifying pour dire que vous allez apporter des modifs au niveau de la base de données carrément. Ben, puisqu'il s'agit d'update, donc bien sûr qu'on va modifier des trucs au niveau de la base de données. Ben.
La syntaxe, c'est pratiquement la même que SQL, sauf que là, il s'agit de la manipulation des entités. Donc, update user U, set E.role égale 2.role. Là, c'est à partir du paramètre role. Where E.firstName égale 2.fName. Donc, il va le remplir à partir du paramètre fName. Donc, à travers la notation @param, il va reconnaître les paramètres, mes paramètres par rapport à cette méthode-là. Après, vous allez pouvoir compléter cette partie-là à partir d'SQL selon ce que nous venons de voir ici et selon la notation, bien sûr, @modify. D'accord? Je vais vous laisser cette partie-là à tester. Après, pour la méthode delete. Pour la méthode delete, même principe, on va rajouter la notation @modifying et là, on va rajouter la notation @query, bien sûr, pour insérer la requête delete. Donc, c'est pratiquement la même syntaxe. Vous voyez que l'on peut utiliser la syntaxe de and, delete from. Ici, la principale différence, c'est le fait d'utiliser, voilà, de manipuler les entités et le fait de pouvoir insérer des paramètres à travers deux points role. Par exemple, par rapport au role, deux points fName pour dire que c'est le paramètre fName. Est-ce que ça va, Laoulid? Ben, donc, pour résumer, la partie update, la partie delete, on a dû insérer aussi la notation @modifying pour dire que l'on va agir sur la base de données. Donc, quand ça va, vous me dites si ça va au niveau du chat ou en parlant directement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vais vous laisser le temps après pour le TP d'implémenter ça et de tester par rapport à ces différentes requêtes. Est-ce que ça va déjà la syntaxe et le principe par rapport à chaque requête, type de requête? Mais ça va, madame. Mais les autres, Laoulid. Oui, c'est vrai. Oui, ça va. Ok, très bien. Ben, donc, pour la méthode, pour la requête, le type de requête insert, ça va être un peu différent. En SQL, on a déjà la requête insert. On a la possibilité d'utiliser les requêtes insert. Alors qu'en utilisant JPQL, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, là, pas de requête JPQL par rapport à insert. Donc, ça, c'est un piège type. La requête insert n'existe même pas au niveau de JPQL. Je dis bien qu'on n'a même pas de requête JPQL par rapport à insert. D'accord? Donc, la solution, si vous voulez insérer des éléments en utilisant des requêtes, la solution proposée par Spring Data JPA, c'est la possibilité d'utiliser la notion de native query. Donc, la syntaxe d'SQL nous offre la possibilité d'utiliser l'insert, toujours à travers la notation @modifying, puisque l'on va agir sur la base de données, on va modifier la base de données. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser la notation @modifying. Après, on va utiliser la requête, la notation @query pour insérer la requête SQL. Donc, value égale, vous allez insérer ici la requête values par rapport aux différents paramètres. Donc, quand vous voyez deux points et le nom de votre paramètre, c'est qu'il s'agit d'un paramètre, comme si on a mis un X, un Y, etc. Virgule, native query est égal à true. Maintenant, pour la méthode, ça c'est la signature de la méthode. Donc, on a rajouté à travers les annotations @param les différents paramètres de cette requête-là. Donc, c'est comme si j'ai implémenté également la classe correspondante à l'interface au niveau de laquelle on a inséré cette méthode-là. Et c'est comme si on a créé la totalité du code par rapport à cette requête-là. Ça, c'est la possibilité d'utiliser les requêtes. C'est possible d'utiliser soit SQL, le langage SQL pour manipuler des tables au niveau de la base de données, soit les requêtes JPQL pour pouvoir manipuler des entités par rapport à votre schéma de votre base de données. D'accord? Ça va? Donc, pour conclure,
Donc, on va pouvoir maintenant manipuler les entités à partir de CRUD Repository, à partir de ce qui est déjà prédéfini et en personnalisant nos méthodes, comme on a déjà vu la dernière fois, par rapport aux 5 méthodes qu'on a exécutées ensemble, et en faisant appel aussi au langage JPQL comme à la syntaxe SQL. Donc, par rapport à la manipulation de ces différentes entités. Est-ce que ça va jusque-là, Laoulé? Ok. Ben, on a déjà normalement vu aussi les notions de cascade et de fetch, n'est-ce pas, Laoulé? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler la notion de cascade et de fetch? C'était quoi l'utilité de ces notions-là? Pour être capable de manipuler les entités, maintenant, on a tout. Donc, on sait comment implémenter une entité, comment générer cette entité au niveau de la base de données. Après, comment assurer la création des associations entre ces entités-là. Après, comment faire appel aux méthodes prédéfinies par rapport à l'interface CRUD Repository. Et comment personnaliser les méthodes à travers, soit en écrivant le code au niveau du service, pour créer des méthodes personnalisées, comme ici par exemple. On pourrait parfaitement personnaliser le code par rapport aux différentes méthodes et comment pouvoir faire appel à JPQL et à SQL pour pouvoir écrire des requêtes carrément au niveau de la partie repository pour pouvoir les utiliser par la suite. Après, on a également vu la partie, les deux notions très importantes, qui sont ma cascade et fetch. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler la notion de cascade, là, Cascade pour supprimer la relation entre une entité. Est-ce que c'est uniquement pour supprimer? Modifier. Modifier pour supprimer, pour tout type d'opération, une impact à la relation entre une entité. Quand on a un impact. Par exemple, on a pris un exemple, qui s'en souvient, là? Qui se souvient de l'exemple qu'on a pris pour définir la notion de cascade et la notion de fetch. Voici l'exemple qu'on a choisi. On a pris un exemple. Une entreprise, donc l'entité entreprise, et l'entité département. Department. Donc là, on a par la suite, donc là, précisé qu'il s'agit d'une association, one to many. Une entreprise possède plusieurs départements. C'est une association bidirectionnelle. Pour pouvoir supprimer cette entreprise et donc l'ensemble de ces départements, comment on va pouvoir le faire? Soit en supprimant les départements un par un, pour pouvoir supprimer par la suite l'entreprise, soit en faisant appel à la notion de cascade, par exemple. La notion de cascade, ça va consister à faire quoi? C'est en indiquant que l'on va supprimer non seulement l'entreprise, mais aussi l'ensemble de ses départements. Comment on va pouvoir implémenter ça? Ici, au niveau de l'entité entreprise, quand on sait qu'on a besoin de la partie cascade type.remove, bien sûr, on a parlé des différents types de cascades. Il y a plusieurs possibilités par rapport à la notion de cascade. Cascade type.persist, .merge, .refresh, .remove, .détache ou bien .all pour activer la totalité de ces possibilités. Ce qui est très déconseillé, cascade type.all, si vous faites un cascade type.all, à quel cas vous oubliez, après, vous procédez à la suppression sans vous en rendre compte dans la totalité des départements relatifs à une entreprise donnée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Essayez de ne mettre que le cascade type dont vous avez besoin déjà.
Ben, après, on a parlé de cascade type.persist pour pouvoir aussi effectuer la persistance, c'est-à-dire on pourrait créer une entreprise, créer une liste de départements, associer la liste des départements à l'entreprise, assurer la persistance de l'entreprise et comme ça, on n'aura normalement pas la persistance de la totalité des départements, sauf si on active l'option de cascade type.persist. Donc, هذوما خدينا les deux exemples par rapport à remove et par rapport à persist, par rapport à l'utilité de cette notion-là. Est-ce que ça va, Lawlid? Est-ce que vous vous rappelez de la notion de cascade qu'on a déjà vue? Et d'ailleurs, c'est un rappel. Est-ce que ça va? Oui, ça va, madame, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas s'il y a encore des ambiguïtés. Je vous déconseille fortement d'utiliser cascadetype.org. Si vous oubliez, ça peut causer énormément de problèmes. Cascadetype.remove, il faut être vigilant par rapport à ça. Ne l'utilisez que si vous en avez vraiment besoin. Après, pour la notion de fetch, par rapport à quoi, Heidi? Déjà. On en a déjà parlé. Les relations معناها مع l'objet هذاك par exemple le département relation نتاعو l'entreprise كي باش يجيب département باش يجيب les relations نتاعو كي نعمل par exemple département point entreprise يجيب l'entreprise اللي هو تبعها. Oui, هو déjà هوني. قداش combien d'entreprises on a par rapport au département? إذا كان l'association elle est one to many كدي. ها نقصد كي نحط ليست نتاع ديبارتمون كي باش نباركوري بالوحده. Voilà. À partir de mon entreprise, j'ai une liste de départements. Comment on va pouvoir afficher la liste des départements par rapport à l'entreprise? إذا كان vous n'activez pas cette option et vous faites appel à cette liste de départements à partir d'une entreprise, il va vous afficher une exception par rapport à la notion de fetchtype.lazy par défaut. Donc, c'est par défaut lazy, sauf si vous l'activez. C'est par défaut lazy pour la partie one to many. Donc, à partir du moment où il a un ensemble d'éléments à apporter, c'est qu'il est par défaut fetchType.lazy. Donc, c'est quoi la solution pour pouvoir l'afficher? C'est de forcer le type de fetch, le type de recherche. Hein. Déjà, le mot que je voulais entendre normalement, c'était la traduction de fetch, c'est par rapport à la recherche. Donc, l'option de recherche, si ça finit par un one, donc on a un seul élément à apporter, c'est que le fetch type, il est par défaut eagle. Si on a ici, comme ici, à partir d'une entreprise, une liste de départements auxquels, qui lui sont associés, c'est que le fetch type, il est par défaut lazy. Donc, on doit l'activer à eagle pour pouvoir récupérer à partir d'une entreprise la liste de ses départements. Voilà pourquoi on rajoute dans ce cas fetch égale fetchType.eagle au niveau de l'association dont on a besoin, comme c'est le cas ici à Twentome. Ça va? C'est un rappel par rapport à l'option de fetch. L'option de fetch, si ça finit par un one, c'est que par défaut, c'est eagle. Parce qu'il va apporter un seul élément. Si ça finit comme ici par un many, c'est qu'il va apporter une liste. Donc, dans ce cas, il est par défaut lazy. Donc, voilà pourquoi il faut l'activer, voilà, le forcer à eagle, à la valeur eagle, pour pouvoir récupérer cette liste de départements. Ça va? Laouled, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, ça va. Oui, ça va, madame. Ok, très bien. Très bien. Donc, si ça va, la première partie du TP d'aujourd'hui, c'est de travailler sur un projet appelé Timesheet sur lequel on va travailler. Donc maintenant, je vous ai mis au niveau de notre classroom l'énoncé de ce TP-là. L'énoncé de ce TP, il consiste à travailler sur un projet. Donc, je vous ai mis ici le diagramme de classe. Donc, vous allez pouvoir implémenter les entités de ce timesheet. Les associations, il y a de l'héritage, il y a des associations one-to-one, many-to-many, many-to-many porteuses de données qu'on a expliquées.
Il y a juste la partie many-to-many porteuse de données. C'est une partie qu'on a rajoutée, hein, qui n'est pas au niveau de la fiche module de notre module. Donc, mais on l'a rajoutée comme ça, si vous la rencontrez ou la croisez par rapport à vos projets, vous savez comment pouvoir l'implémenter. Donc, vous êtes maintenant capable d'implémenter, de créer un projet à partir de Spring Boot, comme on a déjà vu, implémenter les entités, bien sûr, les applications, elles doivent être hackées, ordonnées, sous forme de package, la partie entity, la partie repository, la partie control et la partie service. Donc, l'implémentation des entités, l'implémentation des associations entre les entités et les différents services demandés. Ici, on a demandé des services par rapport à chaque entité. On a des services à implémenter qu'on vous a indiqué ici. D'accord? Donc, je vais vous laisser le soin déjà de travailler sur ça. Après, vous allez également lui implémenter la partie relative à Spring MVC qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va découvrir la notion de Spring MVC. Est-ce que déjà quelqu'un en a entendu parler, Laoulé? Non. C'est la partie framework web de MVC. La partie framework web. Très bonne remarque. En fait, c'est très important de préciser que Spring en lui-même, il ne propose pas une technologie de vue. C'est parfaitement possible d'implémenter sous Spring une application, après de rajouter pour la partie vue, par exemple, d'implémenter la partie vue en utilisant, par exemple, le React, en utilisant Angular ou autre. Déjà, on doit se mettre d'accord sur le fait que Spring en lui-même, il n'offre pas une technologie de vue. Mais qu'est-ce qu'il offre? Il permet d'envoyer des requêtes. Déjà, il permet d'envoyer des requêtes, après de recevoir la réponse. Une fois la réponse reçue, vous avez le choix par rapport à la technologie que vous voulez utiliser pour pouvoir afficher ces résultats-là. D'accord? Donc, voilà pourquoi pour nous, la technologie qu'on va utiliser pour la partie View, c'est la partie JSF qu'on va voir à partir de la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir exposer ces résultats-là obtenus, comment on va pouvoir les consommer grâce à l'utilisation de Postman. Normalement, donc vous l'avez déjà au niveau du drive de notre module, donc vous allez parfaitement pouvoir charger si vous ne l'avez pas déjà au niveau de votre machine et l'utiliser. D'accord? L'objectif, c'est de pouvoir tester le bon fonctionnement de notre projet par rapport à la partie web. Est-ce qu'on peut parfaitement recevoir une requête HTTP? Est-ce qu'on est capable d'exposer donc un web service? Est-ce qu'on est en train de récupérer correctement les réponses par rapport à cette partie-là? Si c'est bon, c'est qu'on va par la suite utiliser une technologie de vue pour pouvoir implémenter la partie View et pour pouvoir tester par rapport à la partie web, le bon fonctionnement de notre application. D'accord? Donc là, donc déjà, Spring, il nous offre plusieurs projets permettant d'implémenter des applications web. Pour quoi faire? Pour pouvoir récupérer les résultats par rapport à cette partie web sans avoir une technologie de vue. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer nos réponses pour par la suite utiliser une technologie web externe à Spring pour pouvoir implémenter cette partie web. Donc là, déjà, on voudrait recevoir la requête, traiter cette requête-là, recevoir la réponse. Après, on va implémenter la partie web en utilisant la technologie, voilà, le framework JSF. D'accord? Donc, il y a plusieurs projets Spring par rapport à cette partie-là, partie web. Il y a le framework Spring Core, voilà, Spring de base, le projet de base de Spring qui contient les différents éléments de journalisation, de tests unitaires, etc., qui contient aussi une sous-partie appelée Spring MVC. C'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs. Il y a bien sûr d'autres projets que propose Spring par rapport à la partie web. Il y a Spring Webflow, il y a Spring Mobile, il y a Spring Social, etc. Nous allons nous intéresser à la partie Spring MVC.
D'accord? Pour nous, c'est un sous-élément de Spring Core que propose déjà Spring pour la possibilité d'implémentation de la partie web. D'accord? Ben, pour pouvoir l'utiliser, on a besoin de différents éléments déjà qu'on doit tout d'abord définir. Tout d'abord, on va parler de la notion de conteneur de servlet. La notion de servlet, on en a déjà parlé, Laouled. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que quelqu'un peut nous indiquer la définition du mot servlet? On peut dire un servlet, voilà, une servlet, les deux sont corrects. Vas-y, Ben. Servlet, le servlet Java, c'est un API qui intercepte les requêtes clients et génère une réponse. En fait, une servlet, c'est une classe Java qui permet d'envoyer des requêtes HTTP et de recevoir des réponses HTTP. Donc, c'est par rapport à la partie web, déjà. D'accord? Donc, un servlet ou une servlet est une classe Java qui permet de créer dynamiquement des données au sein d'un serveur HTTP. Pour nous, le serveur, il s'agit d'Apache Tomcat. Pour nous, il joue le rôle de conteneur web ou de conteneur de servlet aussi. D'accord? Pour nous, il s'agit d'Apache Tomcat. Donc, nous allons nous intéresser au développement de la couche web, Web Service REST. Donc, déjà, on va utiliser les Web Services REST pour pouvoir donc, implémenter ça. Vous en avez normalement entendu parler par rapport au SOA. Voilà, vous allez entendre parler de ça. Donc, SOAP est un protocole, REST est une architecture. Donc, nous, on va nous intéresser à la partie REST. D'accord? Ça va? Oui. Ben. Donc, Spring MVC, auquel on s'intéresse aujourd'hui, est un framework web basé sur le design pattern MVC. Model, View, Controller. Nous, on va nous intéresser à la partie View. On a déjà vu la partie Model, c'est par rapport aux données qu'on va afficher. Les données qu'on va afficher, c'est grâce à la couche d'accès aux données, donc la partie Entities, etc. Et c'est par rapport à la couche Service aussi, par rapport au traitement des différentes entités. Ça, c'est la partie Model. Une partie de ce design pattern peut inclure plusieurs couches logiques. Pour nous, c'est la couche d'accès aux données et la couche service. Nous, on s'intéresse maintenant à la partie view. D'accord? Donc, Spring MVC est un sous-élément de notre framework Spring, Spring Core appelé aussi. Spring MVC s'intègre avec les différentes technologies de vue. Ça, c'est un énorme avantage. Donc, vous pouvez utiliser JSF, JSP, Angular, etc. Spring MVC s'intègre avec donc les différents frameworks web par rapport à la partie aussi. Donc, pour résumer, Spring, il n'offre pas une technologie de vue bien précise, mais il permet d'implémenter ce qui est nécessaire par rapport à la partie web et on va pouvoir par la suite utiliser une technologie de vue pour pouvoir afficher les résultats obtenus à partir de Spring MVC. D'accord? Spring MVC, il est construit en se basant sur la spécification Java EE nommée Java Servlet. D'accord? Quels sont les concepts de base? Ça, c'est l'élément le plus important. Les concepts de base et comment on va pouvoir les afficher. On a 5 éléments qu'on va définir ensemble. Dispatcher Servlet, Controller, Model, View et View Resolver. Dispatcher Servlet, c'est quoi son rôle? Ça joue le rôle de contrôleur frontal, ce qu'on appelle le contrôleur frontal. C'est ce qui va nous permettre d'afficher, c'est le point d'entrée de l'application. C'est ce qui va nous permettre de récupérer les éléments dont on a besoin. Donc ça, c'est le point d'entrée de l'application. Il reçoit les ordres de la partie web à partir de la technologie web, JSP, JSF ou autre, etc. D'accord? Après, on a la notion de contrôleur qui, lui, il va être capable de mettre à jour la partie model. Il va nous permettre donc de retourner les résultats dont on a besoin, etc. La partie view, c'est par rapport à la partie view. La partie view resolver, c'est ce qui nous permet de récupérer une chaîne de caractères.
l'input, c'est une chaîne de caractères par rapport à la vue que l'on désire afficher. Et ViewResolver, il va assurer le traitement nécessaire en rajoutant les préfixes, les suffixes, etc. Par rapport à l'URL de la page et en retournant l'output, c'est la vraie page que vous avez déjà codée. D'accord? On va voir maintenant comment réellement pouvoir implémenter ces éléments-là. Dispatcher Servlet, c'est la servlette qui hérite de HTTP Servlet. Ça joue le rôle de contrôleur frontal, donc c'est ce qui permet de récupérer déjà les requêtes. Après, nous parlons du contrôleur. À travers la notation add_controller, toujours en injectant le service et en créant les différentes méthodes dont on a besoin. Et à travers la notation add_request_mapping, vous allez pouvoir indiquer la partie de l'URL à indiquer si vous avez besoin de cette méthode-là. Par exemple, il va falloir insérer à la fin de l'URL cette partie-là pour pouvoir savoir qu'il s'agit de cette méthode-là et non pas de cette méthode-là, par exemple. D'accord? Ça, c'est par rapport au controller. Je vous ai mis ici un exemple de code. Après, pour la partie view, donc, elle génère un output web, bien sûr, du code compréhensible, autrement dit, par le navigateur, à travers différentes technologies. Par exemple, pour nous, ça sera JSF. Donc, le contrôleur, lui, il retourne normalement le nom de la vue. Le ViewResolver, c'est ce qui va être c'est lui qui va être chargé de la récupération à partir du nom de la vue de cette vue elle-même en se basant sur son nom. Par exemple, voici une page JSP, par exemple, par rapport à la partie vue. Donc, ça, c'est une page JSP, par exemple. Après, la partie ViewResolver, qui va prendre le nom de la vue, par exemple, index, et qui va générer le chemin relatif à cette page-là. Comment la page elle est générée? À partir du fait qu'on rajoute le préfixe et le suffixe. Et c'est juste un exemple de comment pouvoir implémenter un ViewResolver. Mais pour nous, grâce à l'utilisation de Spring Boot, cet outil-là, il nous facilite tellement la vie qu'il nous permet non seulement de créer ce qui est nécessaire par rapport à notre ViewResolver, mais aussi d'indiquer en quelques lignes de code, ici au niveau de notre fichier application.properties, il suffit d'insérer ces lignes-là. Il suffit d'insérer, vous voyez, Web Configuration, et vous insérez ce qui est nécessaire. Donc là, le préfixe et le suffixe, il suffit de les indiquer, le préfixe et le suffixe ici au niveau de Web Configuration. Donc vous voyez là, /views pour le préfixe et à la fin, vous rajoutez le suffixe, .jsp par exemple, dans notre exemple là. Et donc pas besoin de créer une classe ViewResolver, il suffit d'indiquer ces deux lignes-là pour insérer le préfixe et le suffixe nécessaires pour cette page index, par exemple. D'accord? Ça va? Oui. Est-ce que ça va, la Vlad? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Oui, Ben, ok, très bien. Donc là, comment l'URL de notre application, ça va être généré? Normalement, l'URL va être construit de la sorte http localhost le numéro du port que vous êtes en train d'utiliser. Normalement, c'est 8080 ou bien 8081 ou 8181 selon ce que vous avez indiqué au niveau de votre fichier application.properties. Donc, vous le récupérez à partir de votre fichier application.properties server.port. Après, vous allez rajouter un /. Server.servlet.contextPath, ça c'est à insérer déjà par rapport à votre URL. Après, vous allez insérer aussi servlet.path, mvc.servlet.path, donc /servlet. Et là, on va insérer les détails par rapport à notre méthode, par exemple /sayHello, comme la méthode de tout à l'heure ou autre.
D'accord? Si vous êtes au niveau de votre navigateur, vous allez pouvoir rajouter ici les paramètres grâce au point d'interrogation et le nom du paramètre égal et vous indiquez la valeur du paramètre. Sinon, si vous êtes sous Postman, comme nous pour les tests sous Postman, ça va être un peu différent. On va voir comment on va pouvoir le faire. Donc, voici un exemple. Ça, c'est l'URL de ma méthode. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Normalement, le client, il envoie une requête HTTP au serveur, au contrôleur frontal, le point d'entrée de l'application, le dispatcher servlet, qui lui, il va transmettre l'URL de votre méthode au contrôleur, qui lui, il va reconnaître les différents détails par rapport à ce traitement-là. Il va envoyer le nom de la vue à afficher au view resolver qui, lui, à partir du nom de votre page, comme tout à l'heure, par exemple, index, voilà, comme ici, par exemple, c'est hello ou autre. Donc, il va récupérer à partir du nom de la vue elle-même. Donc, il va envoyer la vue. Grâce au traitement de la partie model, on va pouvoir récupérer cette vue-là. Et hop, on va recevoir l'HTTP response depuis la partie dispatcher servlet, le front controller. D'accord? Ça, c'est le chemin classique d'une requête HTTP. Ça, c'est le cycle de vie d'une requête HTTP en utilisant Spring MVC. Ça va? Ce schéma, déjà, il permet de résumer la totalité des éléments sur lesquels on travaille. Ça va? Ok. Donc, le TP d'aujourd'hui, ça consiste à quoi? Donc, nous avons parlé de la partie timesheet déjà à implémenter. Donc, ici, pour la partie timesheet, vous allez créer un projet au niveau duquel voilà. Donc, timesheet, vous allez créer un projet à part, à partir de Spring Boot, selon ce qui a été déjà indiqué, en créant les entités, les services et les différents détails. Et en implémentant aussi la partie MVC que nous allons voir. On a toujours notre projet sur lequel nous avons travaillé la dernière fois. Et nous avons exposé des web services REST pour pouvoir tester autrement les méthodes qu'on a déjà créées. Les 5 méthodes de l'autre fois, on va non seulement les tester à partir de JUnit comme on a fait la dernière fois, mais aussi en utilisant Postman pour la partie Spring MVC, donc pour exposer les web services REST, pour les tester, pour pouvoir par la suite implémenter la technologie de vue, la partie View, et pour pouvoir afficher maintenant, par rapport à la partie web, notre application. D'accord? Donc, par la suite, nous allons bien sûr étudier la partie JSF et nous allons à ce moment-là pouvoir créer l'application dans sa totalité. Donc maintenant, nous avons normalement déjà créé le projet en utilisant Spring Boot et nous allons faire appel à la partie Spring Data JPA pour la partie CRUD sur l'entité user, etc. Maintenant, on va reprendre le même projet et exposer les méthodes CRUD avec des web services REST. Donc, normalement, si vous n'avez pas Postman, vous allez pouvoir l'installer grâce à l'exécutable au niveau du drive du cours que je vous ai mis déjà. Donc, à télécharger et à installer si vous ne l'avez pas. Après, ces configurations sont nécessaires. Cette partie de journalisation qu'on a expliquée et la partie web configuration qu'on vient d'expliquer aussi par rapport au préfixe et par rapport au suffixe. Après, vous allez créer, si ce n'est pas déjà fait, le paquet gen.spring.spring.control et vous allez créer le bin Spring user rest controller annoté at rest controller pour dire que c'est par rapport à l'exposition des web services. Vous allez par la suite créer les méthodes nécessaires pour exposer le CRUD comme vous voyez là. Donc, @rest controller et vous allez pouvoir exposer les différentes méthodes, par exemple get users à travers la notation @getMapping et vous indiquez l'URL que vous désirez pour votre méthode là. @responsePatty pour dire que c'est à partir de là qu'on va récupérer le résultat de cette méthode là.
retrieve user, add user, les 5 méthodes qu'on a déjà vues, hein, remove user, modify user. Donc, pour pouvoir le tester, comme vous voyez ici au niveau de Postman, il va falloir indiquer les annotations adéquates. Par exemple, pour remove user, on indique la notation add delete mapping. Pour la partie modify user, on doit indiquer add put mapping. Par exemple, pour add user, on doit indiquer la notation add post mapping. Et bien sûr, dans ce cas, on va choisir ici l'option post au niveau de votre Postman. D'accord? Donc ça, par rapport aux différentes méthodes. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir tester ces méthodes exposées avec Postman. Donc, pour résumer, le TP d'aujourd'hui, ça consiste à faire quoi? Déjà, à terminer la partie, donc à tester donc, les 5 méthodes à partir non seulement de votre test unitaire, de la partie test, mais aussi en les exposant ces web services, comme on vient d'indiquer. Vous avez déjà le code de la partie REST par rapport à Spring MVC, donc pouvoir les exposer et les tester à partir de votre Postman. La deuxième partie, c'est d'implémenter ce qui est nécessaire par rapport à TimeSheet, c'est-à-dire les entités, les associations entre les entités, les services demandés par rapport à chaque entité, par exemple employé service, ajouter, affecter employé, ajouter et affecter les différents éléments, obtenir des éléments en utilisant aussi JPQL comme on vient de montrer aujourd'hui. À partir de JPQL, hein, vous allez pouvoir maintenant utiliser la partie JPQL pour les différentes requêtes exigées. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre TP. Donc, pour résumer, on a deux parties. La partie déjà MVC pour tester les 5 méthodes qu'on a déjà implémentées sur le même projet de l'autre fois, plus la création d'un nouveau projet Timesheet qu'on va continuer à implémenter ou qu'on va continuer à compléter pour pouvoir avoir aussi la partie web la prochaine fois. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir la partie Spring MVC déjà développée par rapport à Timesheet et par rapport aux 5 méthodes du projet de l'autre fois. Est-ce que ça va déjà, le principe? Est-ce que le TP, il est clair? Oui. Des questions, Daouled? Non, c'est bon, madame. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous libère, je vous laisse le temps de travailler sur les deux parties de notre TP d'aujourd'hui, la partie du projet Timesheet sur lequel on va continuer à travailler et la partie de l'autre fois qu'on a testé avec JUnit comme on a montré en utilisant la partie Postman, en exposant les web services et en les testant grâce à Postman. D'accord? D'accord. OK, et je vais vous demander de réviser au maximum, hein. Donc, d'habitude, vous êtes beaucoup plus réactif que ça. Donc, je vous recommande fortement de réviser les différentes parties pour qu'on puisse avancer la prochaine fois, Inch'Allah, et découvrir la partie JSF par rapport à la technologie de vue qu'on va utiliser pour avoir une application complète créée grâce à Spring. D'accord? D'accord. Voilà, donc je vous dis bon travail et à la prochaine, Inch'Allah. Je reste bien sûr disponible au niveau du Classroom à partir de maintenant jusqu'à midi pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poster vos questions au niveau du Classroom et n'oubliez pas de déposer votre travail au niveau du Classroom parce que ça fait partie de la note du contrôle continu. N'oubliez pas d'être prêt aussi chaque séance pour montrer votre travail. Ça fait partie aussi de la note de contrôle continu avec la partie participation et réactivité. D'accord? Voilà, merci et bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis Merci, bonne journée, madame. merci. Bonne journée. Madame, bonjour.